Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Jouer des personnages de fiction ne vous a jamais empêché d'observer en permanence la réalité. C'est sans doute ce qui vous a permis, à la comédienne que vous êtes, de tourner la page et d'en ouvrir une autre, celle des romans. Bonjour Évelyne Dresse. Bonjour Jacques. Donc il y a ce roman 5 jours de la vie d'une femme chez Glyph, édition Glyph, dont on va reparler, qui est votre dernier roman, parce que je sais que vous écrivez beaucoup maintenant, vous vous consacrez à l'écriture, mais en même temps vous avez un parcours incroyable, de la comédie à la production en parlant et jusqu'à l'écriture. On va l'évoquer à travers des dates clés, d'accord ? Merci. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 7 octobre 1970. C'est votre première télé en France, Un mystère par jour. Oh, ben dis donc. Vous vous en souvenez ? Avec Henri Crémieux. Oui, vous savez, souvent on me... Je peux raconter quelque chose ? Ah ben, vous êtes là pour ça. Bon, un jour on m'appelle pour un hommage à Maurice Ronet. Oui. Alors, je dis merci, c'est gentil de penser à moi, mais... Pourquoi pensez-vous à moi pour l'hommage ? Parce que vous avez tourné avec lui. Ah bon ? Ben oui, dans Raphaël ou le débauché. Voilà. Alors ça vous dit un petit peu que j'oublie. C'est pas que je sois Alzheimer, c'est que j'ai eu tellement de vie, fait tellement de choses différentes que quelquefois j'oublie des choses. Et là, vous êtes Gisèle Roset dans une enquête policière menée par Henri Crémieux, qui est un comédien d'ailleurs qui avait commencé à l'Odéon et qui a tourné plein de téléfilms. Et c'est un épisode d'un feuilleton policier. Oui, bravo. Je me souviens, mais oui. Et alors, quand mon papa a su que je tournais avec Henri Crémieux, mais je crois qu'il me l'a dit trop tard, parce qu'il avait connu un Crémieux pendant la guerre, et il s'était toujours posé la question de savoir si c'était le même. Et je n'ai pas eu l'idée de lui demander, c'est dommage. Et vous avez fait 2 autres télés juste avant, mais en Suisse. Les 2 premières télés que vous avez faites, c'est en Suisse, Évelyne Dresse. C'est bizarre, non ? Oui, c'est vrai. Là aussi, j'aurais quelques anecdotes. Oui, vous pouvez y aller. Il y en a, c'est un metteur en scène suisse-allemand qui était venu à Paris pour me caster et qui m'avait demandé si, on tournait en anglais, donc j'étais censée parler anglais couramment. Bon, comme ça, des petites lacunes, mais j'ai tourné en anglais quand même. Alors finalement, votre vie, elle a commencé avec la comédie, mais avant, ça a été quelque chose de très calme près de Grenoble. Vous avez grandi dans la ferme de votre grand-mère à Petitchet. Oui. Alors je suis née à Lyon dans le train, oui, parce que ma mère voulait accoucher à Grenoble auprès de sa mère, qui habitait donc à Grenoble et qui avait une ferme à Petitchet, une ferme qui les avait abrités pendant la dernière guerre. Et donc moi, Petitchet, c'est à 20 km de Grenoble. C'est à 30 km de Grenoble, entre Visé et Lamure. Pour ceux qui connaissent la route Napoléon, c'est dans un cadre sublimissime. Vraiment, je recommande à tout le monde de passer par là. Et donc, que faire à Petitchet, un hameau de 3 maisons, quand on est une petite fille ? Ah, heureusement, au bout du chemin, il y avait un jeune homme qui s'appelait Jacques et qui avait un épagnol roux. Et pour moi, il était le prince charmant, tellement il était joli. Le problème que j'avais, c'est que je n'avais que 5 ans et lui 17 ou 19. Alors évidemment, il ne me regardait pas. Et en fait, il a marqué ma vie et ma façon d'aimer dans la vie, car je fantasme beaucoup. Alors, le lac de Petitchet, c'est de la pêche qui est réglementée, c'est-à-dire qu'aucune embarcation de pêche ne peut venir. Et surtout, dans ce lac, je crois que vous avez failli vous noyer, Évelyne Dresse. Oh, mais vous en savez des choses. Oui. Mon papa, qui lui nageait très bien, n'avait pas voulu m'attendre pour rentrer dans le lac. Et donc, j'avais été très, très malheureuse. Et j'étais partie du lac. Là, vous faites allusion à un autre bain que ma mère m'a donné dans une baignoire où elle m'a laissé tomber dans la baignoire et où j'ai failli mourir. Oui. Moi, tout de suite, j'ai pensé... Oui, c'est ça, c'est ça aussi. Et ce lac, vous avez failli aussi y passer. Oui, tout à fait. Et donc, quand mon papa ne m'a pas attendu pour rentrer dans l'eau alors que j'avais peur de l'eau, j'ai pensé que je n'étais pas suffisamment aimée dans cette maison. Et donc, je suis remontée à Petitchet vers ma valise. Et quand mes parents sont remontés du lac, ils m'ont trouvée sur le bord de la route avec ma petite valise. Alors, ça s'est arrangé ensuite, et surtout, votre rêve est devenu la comédie. Comment c'est né cette envie de faire de la comédie, Évelyne Dresse ? Je pense que j'avais beaucoup de choses à prouver
notamment à ma mère qui me trouvait moche, et j'étais terriblement timide. Mes parents n'étaient pas riches, donc on n'avait pas beaucoup d'argent pour se payer des belles robes ou des sorties ou tout ça. J'avais vraiment un besoin de reconnaissance, et au départ, je voulais être mannequin. Je pensais que c'était la meilleure façon de prouver que j'étais pas si moche que ça. Mais un copain de mon frère venait régulièrement à la maison, et lui passait le concours du centre de la rue Blanche, et je lui ai dit moi ça me plairait bien aussi. Il me dit t'as qu'à l'essayer, t'as qu'à le passer, le concours. Et il m'a montré les 2 séquences que je devais apprendre, et j'ai passé le concours, j'ai été reçue et lui pas. Oui, c'est pas terrible. Oui. mais ça a été vos débuts de 3 années de conservatoire où vous avez appris le métier de comédienne, mais en même temps la vie, Évelyne Dresse. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même un métier assez cruel. Tout le monde, il est pas beau, il est pas joli. Oui. Et donc, bah oui, il y a des rivalités, c'est un métier très difficile. Et donc, j'ai tout appris au centre de la rue Blanche et du conservatoire. Et vous avez joué absolument tout type de personnages. C'est allé du Marchand de Venise de Shakespeare à ce spectacle dont voici un extrait. Au Calcutta. Au Calcutta, ça a été à l'Élysée-Montmartre, 4 années de spectacle où vous avez partagé la tête d'affiche avec Jean-Claude Dreyfus, je crois. Oh, avec plein de gens qui sont passés, Roger Miremont, enfin bon, c'était un spectacle tellement novateur, tellement incroyable. On dansait nus sur scène, vous imaginez? Je crois que ce serait impossible de le refaire aujourd'hui. Et ça n'a pas été sans problème pour moi, parce que j'étais quand même une petite jeune fille rangée, mais encore une fois, toujours rebelle, toujours à vouloir me prouver des choses et à prouver des choses aux autres. Et donc, je suis allée par bravade faire les auditions. Et puis, il y a eu le moment où j'ai été retenue. Et c'était Daniel Darès et Annie Fargue qui produisaient le spectacle. Et je suis donc allée voir Daniel Darès pour signer le contrat. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur, j'ai du mal à signer ce contrat, j'ai peur, etc. Écoutez-moi, j'ai vu le spectacle aux États-Unis. C'est magnifique. Si jamais vous avez un problème quelconque, une chose que vous ne voulez pas faire, vous m'appelez, je viens, je règle le problème. Et il a été réglo, et voilà, il m'a mise en confiance et j'ai signé le contrat. Alors ce spectacle avait été écrit par Philippe Corsan, oui, qu'on a connu ensuite. Il y avait quand même des textes de liaison de Ionesco, GB et Wolinski. Tout à fait. Et ça a été un immense succès, ça venait de New York, et ça a été vraiment 4 ans de bonheur, avec un spectacle interdit aux mineurs, je crois. Oui, mais bien sûr, puisque on était nus. Mais on était nus dans la pénombre. Alors, je ne sais pas si je peux raconter ce genre d'anecdote, parce que elle n'est pas à mon avantage. Mais vous voyez, je fais pas je ne manie pas la langue de bois. Entre le spectacle du samedi après-midi et celui du soir, on allait tous dîner ensemble, et il y avait une ambiance absolument magnifique. Et donc, on arrosait un peu trop le dîner. Et moi, j'avais un pas de 2 avec un comédien qui s'appelait Richard Caron. Et le pas de 2 consistait à me mettre à cheval sur l'épaule de mon camarade. Lui se levait et et je me retrouvais là-haut. Et comme il avait bu, là-haut, ça faisait comme ça. Je disais, arrête, je vais tomber, arrête. Et donc, j'ai tellement rilj'avais les jambes écartées que j'ai pas pu m'empêcher de me retenir. Et je lui ai pissé dessus. Est-ce qu'on a le droit de dire une chose pareille? On a tous les droits ici, nous parlons vrai sur Sud Radio. Alors, donc voilà. Mais lui, il était très content parce qu'il avait bu. Et puis, il y a eu un moment fort dans votre vie, le jour où vous avez joué, je crois, au Palais des Papes à Avignon, avec Rufus. Ah oui, ça c'est un souvenir absolument extraordinaire, puisque le spectacle invité d'honneur cette année-là était Le Quichotte, avec de Serge Gans, mis en scène par Gabriel Garand, avec Rufus et Pierre Santini. Et un soir,
de Tempête, Rocinante, qui était le cheval monté sur roulette, traversait la scène, on ne pouvait plus l'arrêter, on courait derrière. Bon, c'était un spectacle absolument magnifique. Et puis se retrouver effectivement au Palais des Papes à Avignon, c'est un moment très fort. Oui, vous savez, j'ai quand même la chance d'avoir fait la cour d'honneur à Avignon, d'avoir monté les marches de Cannes avec un film en compétition, La Nuit de Varennes, de Ettore Scola, d'avoir eu un énorme succès dans ma carrière et la tendresse, bordel. On va en parler tout à l'heure. Je crois que je peux mourir, non? Non, surtout pas, vous continuez à vivre parce qu'on a encore besoin de vous. Mais il y a une chose qui me fascine aussi, c'est que Rufus, je ne sais pas si vous le savez, est un personnage qui est la seule personne qui a accepté de faire un saut à l'élastique dans une émission de Nicolas Hulot. Ah non, ça je ne le savais pas. Voilà. Si je l'avais su, peut-être l'aurais-je engagé dans le film que j'ai réalisé, Pas d'amour sans amour, puisqu'il y a des sauts à l'élastique dans le film. Ce film est bien autre chose, on en parle dans quelques instants avec une autre date importante aussi, le 13 novembre 1976. A tout de suite sur Sud Radio avec Evelyne Dress. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Evelyne Dress. Nous parlerons tout à l'heure de votre dernier roman, 5 jours de la vie d'une femme aux éditions Glyph. On a parlé de vos débuts au théâtre, mais il y a quand même une chose étonnante, c'est cette émission à laquelle vous avez participé pour la première fois le 15 novembre 1976. Raconter une histoire, ça n'est pas compliqué. Jean Paredes, le générique de Eh bien raconte, car vous avez participé à cette émission de 19h45. Oui. Alors, il y a l'inconnu de 19h45. C'est autre chose. Oui. Et bien raconte. Mais j'ai retrouvé ça très récemment, parce que je cherchais toutes les émissions que j'avais faites hors comédienne, quoi. Et oui. C'était une émission où il y avait Jean Amadou, Sim, Robert Castel qui racontaient des histoires. Donc on ne s'attendait pas à avoir Evelyne Dress là-dedans. Comment vous êtes arrivé là-dedans? Alors, je crois que c'est Folgoas, non, le réalisateur. C'est ça, oui. Et Folgoas m'aimait beaucoup comme comédienne. Et donc, les gens ont toujours perçu que j'avais de la tchatch et que j'étais capable de faire autre chose que comédienne et de dire un texte appris par cœur. Et donc, voilà, c'est comme ça, je pense qu'il m'a repéré, il m'a demandé. Et voilà. Ça... Et ce qui fait que j'étais aussi une actrice très populaire, puisque j'ai fait l'Académie des Neufs, les Jeux de 20 heures, toutes ces choses que les gens aimaient voir à la télévision. Bien sûr. Et bien raconte a été un immense succès à 19h45, et on racontait des histoires drôles, quelquefois un petit peu hard. Ça posait pas de problème à l'époque. Mais oui, tout a changé. Je suis un peu déphasée, je ne comprends pas ce qui se passe. Nous avons lutté pour notre indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle, et voilà qu'on fait un bond en arrière, alors je ne sais pas. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de censure, pas de réseaux sociaux, oui. Donc les histoires drôles, c'était pas au départ votre spécialité, Evelyne Dress? Non, pas du tout, et j'ai même le sentiment que je ne sais pas bien raconter les histoires drôles. Mais enfin, ça a marché, je crois. Oui, alors à l'époque, c'était les histoires françaises et les histoires belges qui faisaient un tabac. Oui. Tout le monde racontait des histoires belges qui, en fait, étaient des histoires qui venaient des États-Unis, mais qui étaient contre les Polonais à l'époque, et qui sont devenues des histoires belges en France. Ah oui. C'est assez étonnant. Et alors d'ailleurs, je peux rappeler qu'on dit ivre comme un Polonais, ça ne veut pas dire qu'on est sous. Au contraire, ça veut dire qu'on n'est pas sous, qu'on résiste à l'alcool. Et vous auriez pu, avec toutes ces histoires, monter un seul en scène. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque qui faisaient ça. Mais j'ai suis la première à l'avoir fait. Les Aventures d'Aubergine, ça s'appelait. Oui. Et j'étais dans un café-théâtre et effectivement, je chantais. Voilà, j'ai beaucoup de vie, hein. Ah, beaucoup de vie. Et alors, vous avez fait aussi du rafting aux Arcs. Oui. Et ça, c'est un sport où on se jette à l'eau dans un canot. Oui. Et vous avez fait ça? Oui, c'est vrai que ça fait peur parce que aux Arcs, le torrent coule très très vite. Oui. Les canots peuvent se retourner. Bon, voilà, oui, je suis une femme de défi peut-être. J'aime bien me mettre en danger. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je fais dans les romans que j'écris, puisque je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Donc, par principe, je me mets dans des situations extrêmes. Et le rafting, vous étiez arrivé comment? Parce que je crois qu'il y avait plein de personnalités qui étaient là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
à l'époque, j'étais très connue, donc on m'invitait dans des émissions, des week-ends comme ça, où mon nom était mis en avant, évidemment, et donc moi, ça me faisait plaisir de participer à ça. Mais je crois d'ailleurs que je vous ai croisé une année où j'ai fait du rafting. Oui, on en a fait ensemble. On en a fait ensemble. Et je me souviens de Gabrielle Lazur, qui avait son canot s'était retourné. Ah oui. Elle a passé sa journée sur un rocher en attendant qu'un hélicoptère vienne les litreiller. Ah, je me souviens pas de ça, mais en tout cas, ça ne m'étonne pas. Alors, il y a aussi votre métier de comédienne, et j'y reviens, avec des feuilletons. Parce qu'il y a eu des feuilletons à la télévision. Il y en a un qui a très bien marché sur la 2e chaîne, qui s'appelle Le Provocateur. Oui, bravo. Et ça, vous étiez aussi l'une des interprètes principales dans ce feuilleton de Bernard Toublan-Michel. Tout à fait. C'était Éric Collin qui est décédé, qui jouait le rôle principal. Et j'ai des images comme ça de tournage. C'était formidable. Mais des feuilletons, j'en ai fait aussi beaucoup d'autres. Oui, il y a eu plein de feuilletons. C'est qu'à l'époque, vous êtes l'une des rares comédiennes qui pouvait tout faire. Depuis encore Shakespeare au Calcutta, ou Arsène Lupin et 5 dernières minutes. Oui, j'ai adoré ça. Et récemment, j'ai été invitée à parler des 5 dernières minutes, justement, parce que j'ai fait 4 épisodes. Et vous voyez, je ne me souvenais pas, justement, d'avoir tourné un des épisodes sous la direction de Claude Lourcet, qui est le créateur des 5 dernières minutes. Et alors là, j'ai eu la chance de rencontrer des comédiens merveilleux, comme Eddie Constantine, par exemple, Henri Vire-le-Jeu. C'est une très très belle époque, évidemment. Oui. Et en même temps, ça va tellement vite que ça devient un tourbillon et on se souvient plus de ce qu'on a fait la veille. Exactement. Mais quand même, je dois vous dire que j'ai une petite fierté, c'est d'avoir tourné avec Marcel Dalliot, qui est quand même un des acteurs du 19e siècle, de la fin du 19e et du début du 20e, d'avoir tourné avec Samson Finsilbert, qui était la voix de Danton dans le Napoléon d'Abel Gance. C'est quand même assez incroyable d'être encore là et d'avoir tourné avec ces gens-là. Pas seulement, Jacques, j'ai joué à l'Académie Raymond Duncan, rue de Seine, Raymond Duncan étant le frère d'Isadora Duncan. Donc, voilà. Vous étiez déjà très jeune, c'est ça. Oui. Alors, surtout, il y a aussi, vous étiez en avance sur votre temps, avec un film qui s'appelait Le Boucher, de Alina Reyes. Alors, c'est pas un film, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, pardon, oui. Que j'ai montée, envers et contre tout, en 90, que j'ai joué au Bataclan avec Rufus. Alors, il faut quand même se rappeler que c'était 30 ans avant les monologues du vagin et que cette pièce racontait les fantasmes d'un boucher pour sa caissière, racontés par sa caissière. Il n'y avait évidemment que moi pour monter le spectacle. Mais en même temps, le roman avait été écrit, était paru dans 25 pays. Oui. C'est devenu un best-seller. Et aujourd'hui, son auteur, qui s'appelle Alina Reyes, a passé une thèse de littérature et elle enseigne le français. Ah, bravo. Comme quoi on peut changer. Et puis, il y a eu aussi au cinéma, effectivement, vous avez joué tout ce qui est possible et imaginable, parce qu'il y a aussi bien La Nuit de Varenne, dont on a parlé d'Ettore Scola, Evelyne Dresse, que Madame Claude de Juste Jacquin. C'est quand même très différent. Oui, c'est vrai. Madame Claude avec Françoise Fabian dans le rôle de Madame Claude. Aujourd'hui, on fait des remakes de ces films, alors que c'est de très bons films. Et voilà, ça fait partie de ma filmographie. Mais vous l'avez rencontrée, Madame Claude ? Non. Moi, je l'ai rencontrée en travaillant avec Philippe Bouvard. Elle est venue sur le plateau de l'émission et on l'a cachée par une toile parce qu'elle ne voulait pas montrer son visage. Et je peux vous dire qu'à l'époque, elle était le sosie de Françoise Sagan habillée en Chanel. Ah oui. C'est une dame qui avait l'air de rien du tout et qu'on n'aurait jamais imaginé. Oui, je me souviens de cette émission. Alors, comment ça se fait qu'on puisse passer d'un sujet à l'autre comme ça, de passer de Madame Claude à La Nuit de Varenne ou alors à Audiard avec Elle boit pas, elle fume pas? Oui, magnifique expérience, Michel Audiard, donnant la réplique à Bernard Blier. Tout à fait. Et je sais pas, c'est la vie. Vous savez, en fait, on ne choisit pas sa carrière, c'est elle qui vous choisit. Donc, vous avez la possibilité de dire oui ou non. Je crois que j'ai dit souvent oui et quelquefois non, à tort. Voilà. Mais justement,
Pour faire tout ça, bon, c'est une autre époque aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, mais à l'époque, il fallait courir d'un casting à l'autre, Evelyne Dresse. Alors, il existait un couloir de la mort à la SFP. Au but de Chaumont, où nous passions nos journées entières à attendre qu'une porte s'ouvre sur un réalisateur ou bien sur un assistant réalisateur. Et alors, monsieur, je peux vous donner ma photo, Voilà, j'ai commencé très petite. Hein. Mais il faut du courage pour faire tout ça. Je ne sais pas si je l'aurai encore aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, j'étais armée de tous les courages. Et vous savez, quand j'étais au centre de la rue Blanche, moi, fille de tailleur sur mesure, je ne savais absolument pas où se trouvait le studio des Buttes-Chaumont. Et peut-être que si je n'avais pas eu la chance de rencontrer une jeune fille qui s'appelait Dany Clément et qui était la sœur de Guy Mardel, eh bien, je n'aurais jamais commencer à faire carrière, car cette jeune fille que je n'ai jamais revue avait la gentillesse de m'emmener partout avec elle dans les rendez-vous. Et c'est elle qui m'a fait connaître la Gaumont, Robert Sussfeld, qui dirigeait la Gaumont. Et donc, grâce à elle, je suis rentrée dans ce métier. Voilà, et vous y êtes toujours, mais d'une autre façon. On va en reparler tout à l'heure. Et puis, il y a une autre date importante quand même dans votre vie, c'est le 10 novembre 1993. On en parle dans quelques instants avec Evelyne Dresse sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Evelyne Dresse. Nous parlerons tout à l'heure de 5 jours de la vie d'une femme, un roman aux éditions Glyph. Mais là, je reviens à une date importante, le 10 novembre 1993. Écoutez ceci. Un film Pas d'amour sans amour, dont vous êtes la scénariste, l'interprète principale et la productrice. C'est une première. Et la réalisatrice. Et la réalisatrice, tant qu'à faire, oui. Oui. C'est une première que j'ai payée très cher. Ah bon? Oui. Et à l'époque, c'était tellement étonnant de trouver une femme, auteur, réalisateur, producteur, comédienne du rôle principal, que personne ne m'a fait la courte échelle. Je suis donc très fière d'avoir réalisé ce film avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Dora Dole, Pascal Rocard, Valérie Stéphane, Cécile Palas, Tania Lopère, Jacques Penaud, Thierry Ray, Coralie Sering. Je les dis tous parce que merci encore à eux de m'avoir fait confiance, d'être venus avec moi faire ce film. Et alors, évidemment, comme je l'avais écrit, produit, joué, réalisé, eh bien, j'ai dû le distribuer. Oui. Et le film a fait 158 000 entrées en salle, et surtout, il a fait 7 129 080 téléspectateurs lorsqu'il est passé sur France 2. Donc, face au foot sur TF1, PSG Guingamp, match de la Ligue, qui lui n'a fait que 5 millions de téléspectateurs. Donc ça veut dire que ce film, en vérité, il en avait dans le ventre et il aurait pu être sorti normalement, mais voilà. Alors justement, pourquoi avoir décidé, alors que vous étiez une comédienne tranquille qui travaillait, d'avoir produit et réalisé un film? Pourquoi? Alors il y a eu des étapes. La première étape a été une émission de télé et de radio en tant qu'animatrice, tous les soirs de minuit à 1h du matin, à la fois sur Antenne 2 et sur Europe numéro 1, qui s'appelait Entrée sans frapper, que j'animais avec Christian Barbier. Et à l'époque, c'était mon premier crime de lèse-majesté. C'est-à-dire qu'on était comédienne, on n'avait qu'à rester comédienne. On n'allait pas se commettre à la télé. Et en tant qu'animatrice, en plus. Tout a changé. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Vous présentez la météo sur Canal+, et vous devenez star. Alors qu'à l'époque, on me disait, maintenant que vous faites de la télé. Et donc, j'étais rayée en tant que comédienne. Mais moi, je me souviens du festival de Cannes où vous veniez, où personne ne vous écoutait parce que vous faisiez autre chose. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, on n'a pas le droit de faire autre chose.
Donc vous décidez quand même d'aller plus loin et de produire ce film. Oui, je n'avais pas le choix. J'avais écrit un scénario, il me plaisait, j'avais envie de dire des choses sur cette génération justement qui avait lutté pour son indépendance sexuelle, sociale, et qui se retrouve un temps plus tard à se dire bon, et alors qu'est-ce qu'on a, et je n'étais pas libre de faire ce que j'avais envie de faire. Et en l'occurrence, je racontais une jeune femme qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans, parce que 3 ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui l'a laissé tomber. Elle a mis tout ce temps-là à s'en remettre. Elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco. Son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Alors elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent et dit, ça va pas être de la tarte. Alors, évidemment, personne n'a voulu produire ce film. J'étais obligée de le faire moi-même. Et vous avez quand même été sélectionné au Golden Globe aux États-Unis. Oui, tout à fait, en 94. Comment ça s'est fait, ça? Et bien, ce sont des Canadiens qui étaient au Festival de Cannes, qui ont vu mon film sur le marché du film et qui ont décidé de le sélectionner. Et donc, j'ai passé 15 jours extraordinaires à Los Angeles avec le film, invité par toutes les ligues de femmes qui disaient, elle écrit, elle produit, elle joue, elle réalise, elle s'appelle Evelyn Dress. Alors qu'ici, je vivais un enfer pour les mêmes raisons. Donc, vous savez bien qu'on est nul n'est poète en son pays et nul n'est prophète, pardon, en son pays. Et donc, je n'étais pas prophète ici, mais et très dommage parce que évidemment, j'ai d'autres films à faire. Je ne sais pas si Dieu me prêtera suffisamment de vie pour les faire, mais j'adorerais tourner La Maison de Petitchet, que j'ai adapté, qui s'appelle Retour en hiver, et ce serait un très joli film. Alors, il faut savoir aussi que quand vous avez tourné ce film, il y a eu une première qui est un peu la base aussi de votre carrière. Vous avez publié le livre, Evelyn Dress. Oui, alors j'ai eu la chance que les éditions Plomb voient le film avant qu'il ne sorte et avant que je ne trouve de distributeur. Et alors, ils ont adoré le film, ils ont beaucoup ri, beaucoup été émus, etc. Et Olivier Orban, qui dirigeait Plomb, m'a demandé d'écrire le roman. Ce que j'ai fait avec bonheur, c'était une découverte pour moi, parce que écrire un roman, c'était une chose nouvelle que je ne savais pas si j'en serais capable, et je me suis enfermée pendant 4 mois et j'ai écrit nuit et jour, et à l'arrivée ça a donné un livre. Quand j'arrivais chez Plomb, je croisais des gens dans l'escalier, tout le monde me disait « Ah, bonjour, alors est-ce qu'il paraît vous écrivez un best-seller ?» Bah oui, peut-être, je sais pas. Je me promenais dans Paris en disant « Vous savez, j'ai écrit un best-seller. » J'étais très naïve parce que je ne savais pas comment ça se passait en fait. En plus, d'après mes renseignements, l'écriture a toujours fait partie de votre vie. Vous étiez un peu l'écrivain public de la famille, Evelyn Dress. Oui, c'est vrai. J'ai toujours entendu dire que j'écrivais bien les lettres parce que mes grands-parents hongrois, et notamment ma grand-mère maternelle, qui était un peu une mère maquerelle, un peu une Madame Claude comme ça, donnait des rendez-vous, organisait des rendez-vous entre couples illicites, et c'est à moi qu'elle demandait d'écrire la lettre pour donner rendez-vous à Madame Machin chez le boulanger du coin où vous retrouverez Monsieur Untel. Ça m'a donné une drôle d'idée des rapports amoureux, je dois vous dire. Mais vous savez qu'il y a aujourd'hui, je crois que c'est à côté de Lyon, une écrivain publique qui, elle, te fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'elle écrit des lettres de rupture pour celles et ceux qui veulent se séparer. Alors, elle appelle ça conseil en communication, pour ne pas dire écrivain public, mais ça existe encore. Alors, vous me faites rebondir là où, enfin, sans aucun rapport. Toutefois, j'étais en dédicace à Dunkerque, lorsqu'un monsieur arrive dans la librairie, il me dit « Ah, je voulais absolument vous rencontrer, parce que j'ai entendu parler de vous dans la gare des Brotteaux à Lyon. » Ah bon? Oui. Il y a un guide qui nous fait visiter cette merveilleuse gare et qui rappelle qu'une comédienne du nom d'Evelyn Dress y est née. Voilà, donc je suis presque un monument historique, vous savez. Et d'ailleurs, cette naissance, vous l'évoquez dans un autre livre, parce que vous avez finalement décidé de continuer à écrire. Oui. C'est venu presque naturellement. Mais parce que Pas d'amour sans amour, le roman était en tête de gondole à la Fnac, chez Virgin, et était un énorme succès.
Et donc, Plon m'a demandé si je voulais bien écrire un deuxième roman. Et voilà, j'ai pris goût à la chose. Hein. Voilà, c'était Les Tournesols de Jérusalem, où l'héroïne était née le même jour que vous, et elle est aussi dans une gare. Oui, tout à fait, vous avez complètement raison. Il faut dire que toutes mes héroïnes sont nées un 1er août. Elles ne sont pas toutes nées dans une gare, mais il me plaît souvent de rappeler que je suis née dans une gare. Mais Les Tournesols de Jérusalem, il faut encore de la documentation, il faut se renseigner. Oui, alors en tant qu'écrivain, j'écris, quand j'ai eu l'idée d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages. Je connais le début et la fin de mon histoire, mais entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Car je suis aussi un écrivain voyageur. Et donc, j'ai écrit effectivement Les Tournesols de Jérusalem, Le Rendez-vous de Rangoon, où je suis partie en mission en Birmanie, avec une mission que m'avait confiée Reporters sans frontières, qui consistait à essayer d'aller remettre $5000 à une dissidente proche de Aung San Suu Kyi. Cette dissidente, qui s'appelle San San Noe, venait de purger 10 ans de prison, raison pour laquelle Reporters sans frontières n'avait pas réussi à aller lui remettre son prix de $5000. Et ils m'ont dit, si vous y arrivez, ça sera vraiment formidable, mais ne gardez sur vous ni son nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, car si on vous surprend avec ces infos sur vous, vous irez directement en prison et on ne pourra rien faire pour vous. Moi, je me suis dit, c'est génial, parce que j'aurais peut-être jamais eu cette idée pour mon héroïne, donc je vais le tenter. Et évidemment, je le raconte dans le roman. J'ai écrit aussi Les Chemins de Garveline, oui, qui se passe en Pologne. Et pour ce roman, je suis partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents. Et lorsqu'il décède, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire. Et en l'occurrence, mon héroïne ne sait que ce qui est écrit sur la carte d'identité de son père, né le 15 novembre 1914 à Garveline, Pologne. Or, c'était aussi ce qui était écrit sur la carte d'identité de mon père. Et d'ailleurs, votre roman a été reconnu, parce que vous avez eu un prix, je crois, au Salon oui. d'Aumale. Oui. C'est une satisfaction quand on est comédien et qu'on devient écrivain. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Les Tournesols de Jérusalem avaient eu une page entière dans le Figaro littéraire signée d'André Brincourt, ce qui était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais pour vous, c'était tout à fait nouveau. Vous n'imaginiez pas écrire autant de romans, Evelyne Dresse? Non, non. Et vous savez, là, aujourd'hui sort 5 jours de la vie d'une femme. Oui. Et j'ai déjà écrit le prochain. Et qui sortira en 2023, parce qu'il ne faut pas trop bousculer les journalistes. Et puis j'ai déjà le prochain, qui sortira peut-être en 2024 ou 2025, parce que c'est à nouveau un roman d'écrivain voyageur qui m'amène très, très, très loin, où je suis déjà allée en repérage. Vous le savez peut-être déjà, vous. Je ne sais pas. Mais c'est un endroit où personne ne va jamais. Et il y a un endroit où vous allez aussi beaucoup, c'est lorsque vous retrouvez vos chats. Parce que les chats ont toujours eu de l'importance dans votre vie. Et au milieu de tous ces romans, vous avez écrit un livre sur les chats. Oui, c'est un livre du confinement. Et parce que tout le monde a eu la même expérience pendant le confinement. On s'est fait un retour sur soi-même, une introspection. Alors, quand j'écris, je me confine, évidemment, mais ce n'est pas sans état d'âme. Je me dis, est-ce que tu as raison de faire ça? Est-ce que tu ne passes pas à côté de ta vie? Est-ce que tu ne devrais pas sortir, voir des copains, aller au théâtre, au cinéma, aux expos? Alors, pendant le confinement, ça a été d'un calme, d'une sérénité incroyable, parce que j'étais au même rang que les autres. Et en plus, j'écrivais. Et les chats ont une importance dans votre vie depuis toujours, depuis l'âge de 5 ans. Oui. Le livre Mes chats ouvre sur une séquence de Et la tendresse bordel, dans lequel film j'étais mariée à Bernard Giraudot, oui, et nous avions un chat qui s'appelait Clitoris. Alors, c'est ma rencontre avec 7 chats qui ont croisé ma vie, et évidemment avec le premier qui s'appelait Minouche et qui était mon chat
mon doudou, mon amoureux. Et il y a quelqu'un qui aimait autant les chats que vous, c'est Georges Brassens. Oui. Il avait des chats dans sa maison de Crêpière et quelquefois, à la sortie de Bobino, il prenait sa déesse et il faisait 100 km pour aller nourrir ses chats Oui. dans sa maison de Crêpière. C'est fou, hein? Oui. Il faut vraiment aimer les chats. Mais les chats, c'est une présence, c'est une personnalité, ils ont chacun la leur. C'est rassurant pour un écrivain d'avoir un chat qui se balade dans la maison. Oh oui, et ou un chien, ça peut être la même chose. En tout cas, il y a ce côté écrivain, ça continue, puisqu'on en parle avec une autre date, le 11 mars 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Evelyne Dress. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Evelyne Dress. Donc, 11 mars 2022 est sorti 5 jours de la vie d'une femme aux éditions Glyph. Un roman dont l'héroïne a 70 ans. C'est une femme qui a bien vécu, mais qui a encore envie de vivre, je crois, Evelyne Dress. Oui, alors ce livre, pour moi, est une leçon de vie pour les femmes qui ont dépassé l'âge de péremption et une leçon d'espoir, un message d'espoir pour celles qui ont peur de vieillir. J'ai envie de leur dire de ne pas s'arrêter. Vous savez, il y a comme ça des vieux trucs qui restent dans l'esprit. Il y a une femme après la ménopause, elle est terminée, elle n'est que bonne à s'occuper de ses petits-enfants, elle ne doit plus avoir de désir. Non. Non. Il faut vivre jusqu'au bout. Sa vie est belle jusqu'au bout. Et vous en êtes l'exemple type en continuant à travailler. Mais bien sûr, et à aimer, et à avoir du désir, et à prendre des plaisirs. Récemment, je déjeunais avec une amie qui me disait tu vois, maintenant que je me suis débarrassée de mon mari, que je me suis installée, elle s'est installée dans un petit studio au bord de la mer, et que je suis dans mes meubles, eh bien je serais prête à rencontrer un homme. Ah, j'ai dit, ah bon? Mais tu as quel âge? 80 ans. Ah, mais tu crois que tu serais capable de faire l'amour? Eh bien sûr. Moi, ça ne dépend que de l'autre. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'amour en viager, en quelque sorte. Alors, il se trouve que votre héroïne, donc, prend un billet d'avion, un soir de Noël, elle est toute seule, elle prend un billet d'avion pour Biarritz, elle va s'installer dans une suite de l'Hôtel du Palais, suite d'ailleurs où, je ne sais pas si vous le savez, Evelyne Dress, Jacques Martin a vécu les dernières années de son existence. Ah non, je ne savais pas. Voilà, c'est celle-là. Bon. Et donc, elle a 70 ans, elle est divorcée, et elle va vivre une histoire qu'on ne peut pas imaginer à 70 ans en théorie. Oui, c'est-à-dire qu'elle elle a évidemment des enfants, et son mari, évidemment, est parti avec une plus jeune, donc elle est divorcée. C'est la formule de Pierre Dac qui changerait femme de 50 ans contre deux de 25. Voilà, c'est ça. Et puis, elle a 2 enfants, adultes, évidemment, qui ont eux-mêmes des enfants, et elle a prévu de leur faire une dinde au marron pour Noël, et eux ont prévu d'aller réveillonner avec leurs amis au sport d'hiver. Donc elle va se retrouver toute seule en tête-à-tête avec la dinde, et ça, c'est pas supportable. Et donc elle décide sur un coup de tête de partir et de prendre un billet pour Biarritz et de s'offrir un hôtel de luxe dont elle n'a pas les moyens, a priori, et le projet n'était que d'aller passer Noël, le réveillon, à Biarritz. Et puis, les circonstances de la vie, les rencontres, etc., ça va se prolonger pendant 5 jours, et peut-être même un 6e. Mais en tout cas, elle est ouverte à la vie. Et donc, forcément, quand vous êtes ouverte, il vous arrive des choses bénéfiques, magnifiques. Il faut les accueillir, il ne faut pas avoir peur. Et là, justement, elle rencontre un monsieur, elle a peur d'avoir rencontré un grand-père, il a 70 ans, et elle va se prendre pour Julia Roberts dans Pretty Woman. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Je ne sais pas si vous le savez, Evelyne Dress, au départ, devait s'appeler $3000. Non. La fin était dramatique, elle devait mourir à Disneyland, mais le projet a été racheté par les studios Disney qui ont fait une fin joyeuse. Ah ben ils ont bien fait. Je crois. Et ce film est culte, et c'est vrai que, bon, elle rencontre un monsieur, elle rêve d'être Julia Roberts, mais le monsieur, c'est pas Richard Gere. il a quand même des cheveux blancs. Oui. Mais il a un tel savoir-vivre, une telle écoute, un tel regard porté sur elle, que forcément, il en est charmant. Mais
elle aimerait bien ma sœur, le kinésithérapeute qui lui fait des massages au centre de thalassothérapie. Oui, parce que elle a 70 ans, mais elle en fait 15 ou 20 de moins. Au moins. Voilà. Et là, effectivement, il va y avoir un dilemme entre ce monsieur de 70 ans et ce jeune homme qui lui fait des avances, c'est ce qu'on peut dire. Et là, elle se retrouve prise presque dans un étau. Oui. Mais ce n'est pas la raison qui l'a fait choisir. Hein. Quelquefois, vous savez, le bonheur est à vos pieds, à côté de vous, et vous ne le voyez pas. Et donc, sa chance à elle, c'est peut-être d'avoir ouvert les yeux au bon moment. Alors justement, c'est un sujet que vous avez imaginé, mais qui correspond à la vie quotidienne de beaucoup de femmes aujourd'hui, Evelyne Dresse. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il rencontre un tel écho, évidemment. Et si je dois vous faire une petite confidence... Allez-y. Cette jeune femme, j'ai envie de dire jeune femme, qui a pris un billet d'avion pour Biarritz, eh bien c'est moi. Et ça m'est arrivé à Noël. Régulièrement, je passe mes Noëls seule. Mais une année, l'année justement de la sortie de Pas d'amour sans amour, où trop de choses sont venues m'accabler, je n'ai pas eu le courage, ce réveillon, de le passer seul. Et donc, j'ai pris un billet pour Biarritz et je me suis offert l'hôtel du Palais. Voilà. Mais je suis rentrée le lendemain matin. Oui, et en même temps, il y a sans doute beaucoup de vous dans ce livre, et vous évoquez des scènes qui aujourd'hui déclencheraient la fureur des mouvements MeToo, je crois, Evelyne Dresse. Exactement. Alors, il y a, c'est clair, un grand écart entre les féministes d'hier, dont je fais partie, et les féministes d'aujourd'hui, qui sont des trentenaires, qui ne laissent rien passer aux hommes. Et une main qui s'égare, un mot de trop, un peu lourd. Oui, certes, c'est pas bien, mais en même temps, est-ce que c'est si répréhensible? Ce n'est pas qu'on qu'on accepte tout, mais on avait peut-être un peu plus d'humour. Et vous savez, ma génération a subi des choses bien plus graves, sans doute, que la génération d'aujourd'hui, parce que les hommes sont quand même prévenus et doivent faire un petit peu plus attention, peut-être, car je reste quand même persuadée que les rapports hommes-femmes resteront toujours les mêmes et que une femme qui fait un sourire à un homme, l'homme se croit tout de suite invité. Malheureusement, c'est comme ça. Ah oui, non, c'est un sourire poli quelquefois. En même temps, ce livre, Evelyne Dresse, c'est un voyage dans Biarritz, puisque on découvre les restaurants, les lieux, le golf. Vous avez fait ce voyage aussi, je pense. Oui, oui, absolument. Je suis allée plusieurs fois à Biarritz. C'est vraiment un lieu que j'adore, et j'ai expérimenté le golf, et puis aussi tout le Pays Basque que j'ai la chance de connaître, et c'est vraiment une très belle région. Et vous savez qu'il y a un café à Biarritz où vient un jour de 56 un comédien qui est dans une troupe. Il demande au serveur si la mer, où est la mer. On lui dit elle est démontée. Et il répond ah, vous la remontez quand? C'était Raymond DeVos. Et c'est comme ça qu'est né le premier sketch de DeVos dans un café à Biarritz. Bravo, merci de cette anecdote. Alors, Raymond DeVos, c'est extraordinaire. Personnage étonnant. Étonnant. Alors, il y a aussi une chose, c'est la chanson française qui est très présente dans ce livre, oui. Car je crois que le partenaire de votre héroïne connaît par cœur toutes les chansons, et vous aussi, je suppose. Oui, absolument. Alors, est-ce que je dois encore vous faire un aveu? Oui. C'est certes un film, n'est-ce pas, ce roman. Il pourrait être adapté et être tourné au cinéma. Et comme je sais que le temps est compté, qu'il faut des années avant de réussir à monter un film, je me suis dit, tiens, peut-être que j'en ferai une adaptation théâtrale à une voix. Et mon grand désir est de revenir en scène en chanson. Alors, je me suis ajouté quelques chansons. Voilà. Et votre personnage aussi chante une chanson tout à fait différente. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't
Elvis Presley et Douglas Sue, ça n'a pas de rapport avec la chanson française. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est. J'adore le rockabilly, j'adore Elvis Presley. Et donc, c'est une des chansons que j'ai mise dans mon adaptation de La Maison de Petitchet, Retour en hiver, où on danse un rock endiablé. Et ouais, j'ai une passion pour ce rock-là. Oui, c'est un rock de Carl Perkins, Oui. que j'ai rencontré un jour. Alors, comme c'était les blues chez Chose, il est habillé tout en bleu, avec des chaussures bleues, et même sa voiture qui était bleue, il y avait une plaque avec écrit Blue Sweat Shoes. Il avait le droit, c'est extraordinaire. Et cet homme n'a vécu qu'à travers cette chanson. Ah, formidable. Alors, ce livre, vous le présentez dans les salons littéraires parce que je vois sur Facebook en permanence, vous passez vos semaines dans les salons, ce qui est très rare chez les romancières, Evelyne Dress. Oui, alors probablement grâce à mon passé de comédienne et mon goût pour la rencontre avec les autres. Quand vous jouez au théâtre, après le spectacle, vous rencontrez les spectateurs, vous échangez beaucoup. Moi, je reçois un courrier énorme et donc je suis très proche de mes lecteurs maintenant et mes lectrices et ils sont devenus aficionados, c'est ce qui fait que je n'écris pas assez vite pour les satisfaire. Mais en tout cas, oui, je vais partout en France, comme si j'étais comédienne et que je faisais une tournée théâtrale. Et il y a eu quelqu'un comme ça qui faisait beaucoup de tournées, c'est Guy Descartes, romancier célèbre. Oui. Et un jour, il voit arriver un monsieur qui passe devant son stand, il commence à mesurer les tranches des livres avec un double décimètre. Et il dit, je prends celui-là. Descartes est un peu étonné, il dit oui, parce que c'est la dimension qu'il me faut pour que ma bibliothèque soit complète. C'est extraordinaire. C'est drôle. En même temps, ces contacts avec les lecteurs, ça vous donne de nouvelles idées, non ? Oui, souvent, les gens me disent « vous savez, moi, ma vie est un roman ». Et alors, évidemment, ils se racontent et quelquefois, ça peut être un roman. Oui, et surtout, vous avez réussi votre conversion, comme Marlène Jobert avec ses contes pour enfants qui a quitté le cinéma, comme Jacqueline Monsigny, qui est devenue romancière. Oui, bien sûr, une grande amie voilà, vous êtes qui est décédée malheureusement. Malheureusement, mais vous êtes vraiment dans la lignée des comédiennes devenues romancières. C'était pas évident au début. Non, mais encore une fois, je ne me suis pas posé la question. Quand j'ai envie de faire les choses, je les fais. Et je ne me pose pas la question. Quand j'ai commencé à peindre, parce que je ne sais pas si on a évoqué ça. Non, on va l'évoquer justement. Voilà. Eh bien, je ne me suis pas demandé si je savais peindre. Je me suis lancée. J'ai été chez Rougier et Play, qui est à côté de chez moi, une boutique où on vend tous les accessoires pour peindre. Et j'ai acheté des toiles, des tubes d'huile, des pinceaux. Et je me suis lancée. Et ça a été la grande révélation de ma vie, en fait. Ça a commencé par là. C'est-à-dire découvrir que j'étais capable de peindre, de créer par moi-même, alors que jusque-là, je n'avais été qu'une marionnette dans le regard des autres, d'un réalisateur, d'un metteur en scène, du public. Découvrir que j'étais capable de créer par moi-même, et pas en faisant des tâches, en racontant des histoires, en faisant de la peinture figurative. Alors là, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et je dois vous faire une confidence, justement, parce que je n'avais encore jamais écrit sur mon expérience de peintre et je me l'étais beaucoup reproché parce que tous les grands écrivains qui ont aussi peint se sont toujours racontés à travers leur écriture, leur expérience de peinture. Et moi, je ne l'avais encore jamais fait. Eh bien, pour 2023, je vous le réserve, mon héroïne est peintre. Voilà. Et justement, la retraite des cadres, c'est pas pour vous. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Vous savez, je suis prévue pour vivre jusqu'à 120 ans. Oui, c'est ce que vous avez dit, votre grand-père. Voilà, c'est ça. Donc, attendons et voyons. Mais justement, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer comme ça? C'est la passion? Je n'ai pas fait d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'amant, je n'ai pas de chien ni de chat en ce moment. Eh bien, que faire d'autre? Oui, créer, exister, voilà. Continuer. Et continuer à écrire des livres qui peuvent devenir des films, parce que ce récit que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, c'est un film, c'est évident, c'est écrit comme un scénario de film, et continuer à écrire des choses, et puis vous serez toujours la bienvenue sur Sud Radio, on sera toujours là pour être votre famille. Merci beaucoup, Jacques. Le livre s'appelle 5 jours de la vie d'une femme, c'est aux éditions Glyph, et je sais que dans les salons et ailleurs, on va se l'arracher. Merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.